Sur le tableau de bord, posé devant lui, 7 liasses de tracts, comme pour lui rappeler son mantra du jour, « Soutenons Marine ». Au volant, le sénateur RN du Pas-de-Calais, Christophe Surec. Ce matin, il ne se rend ni au Sénat, ni en commission. Il part au combat pour sauver le soldat Le Pen. On est un peu dans le jour d'après, fatalement, mais toujours ce même sentiment à la fois de colère, d'injustice, de tristesse, de sidération. Christophe Surec prend la route direction Hénin-Beaumont, fief du Rassemblement national, là où Marine Le Pen s'est établie. Conseillère municipale à 3 reprises, 67% au second tour de la dernière présidentielle, est réélue députée pour la 3e fois après la dissolution et dès le premier tour avec plus de 64% des voix. Au lendemain de la condamnation, la contre-offensive, après un appel lancé par le patron du RN, Jordan Bardella. C'était vraiment un ordre de mobilisation de la part de Jordan. C'est un appel à nous soutenir, à soutenir Marine par tous les moyens possibles. Pour l'accompagner dans sa lutte, des élus, des militants, des sympathisants, Ah bah, y a du monde. Tous réunis dans cette permanence, convaincus de l'injustice de la peine d'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen. Manifestement, des magistrats ont décidé que Marine ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. En tout cas, c'est le message qu'on va aller faire passer sur le marché d'Hénin-Beaumont. Donc je vous remercie encore de votre mobilisation et on va se diriger vers le marché. Je vous remercie. Dans le bataillon, Jacqueline, militante depuis 40 ans. On va pas la perdre, on va se battre pour qu'elle reste. Stand après stand, tract en main, Jacqueline sillonne les allées du marché. C'est injuste. Donc, mais elle est forte, elle va rebondir. Beaucoup n'ont pas besoin d'être convaincus. Un regard, un mot suffisent souvent à persuader. c'est pour soutenir Marine. Oui, forcément, on va la soutenir aussi. Il faut la soutenir, elle en a besoin. Oui, il n'y a pas de problème. D'autres, en revanche, demandent des comptes. C'est pour Marine. Oui. C'est pour la soutenir, pour voir ce qu'ils ont fait avec elle, parce que nous, on se trouve ça vraiment aberrant. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont massacrée. Moi, je trouve que son procès il était fait avant d'être jugé. Elle a détourné quoi ? Elle aurait détourné de l'argent, mais pas pour s'enrichir, hein, pas pour elle. Donc, pour qui alors ? Pour remonter son parti et tout ça. Donc, L'argent de qui aussi ? L'argent du peuple, notre argent. Oh, si on détourne notre argent, si elle est au pouvoir, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être quoi ? Après une vie de combat, Marine Le Pen pensait enfin avoir dompté les vents contraires. Sa condamnation judiciaire vient fissurer une stratégie longuement peaufinée. Ce jugement est une folie et les Français ne l'accepteront pas. C'est une déflagration. C'est l'œuvre de sa vie qui s'écroule. Après une carrière politique construite dans l'adversité, cette décision judiciaire marque-t-elle le début d'une bataille de plus ou la fin de l'ambition de sa vie? La plus forte des probabilités, c'est qu'elle ne soit pas candidate en 2027. Un destin contrarié. Vous me laissez passer, merci. Alors qu'elle se voyait déjà sur le perron de l'Élysée. Elle est déterminée à mener une guerre. Les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. L'histoire rocambolesque de la famille Le Pen commence lors de la nuit de la Toussaint 1976. Marine a alors 8 ans. Une explosion d'une violence tout à fait inouïe a détruit plusieurs appartements de la villa Poirier, dans le 15e arrondissement de Paris, où se trouvait le domicile de M. Le Pen. Il y a quelqu'un qui a choisi d'éliminer la famille Le Pen, toute la famille Le Pen. Un artificier a déposé une bombe sur l'escalier et à 6 h du matin, la bombe a explosé. Nous avons été victimes d'un attentat qui a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Par miracle d'ailleurs, personne n'est mort. Il y a même un bébé d'1 an qui a été projeté du 5e étage et qui n'a eu qu'un bras cassé. Jean-Marie Le Pen, sa femme Pierrette et les 3 filles, sans toit, viennent s'installer à Montretout dont ils viennent d'hériter. La vaste demeure se transforme peu à peu en ruche, le quartier général du Front National. Et à partir de là, ça s'est mélangé. Vous ne pouviez pas dissocier du tout la vie du quotidien avec la vie politique. Parce que d'abord, c'était son bureau. Puis voilà, puis tout le monde, les enfants, allaient et venaient au milieu des soirées politiques ou bien des bureaux politiques.
Les 3 filles de Jean-Marie Le Pen font pleinement partie du bouillonnement qui saisit Montretout à cette époque. Et parmi elles, Marine, le portrait craché de son père, occupe une place à part. Marine Le Pen, c'est la chouchoute de Jean-Marie. Quand elle est enfant, il lui passe tout. C'est elle qui est encore plus gâtée que ses 2 sœurs aînées. Jean-Marie Le Pen a vraiment les yeux de chimène pour sa petite dernière, il l'adore. C'était le chouchou, c'était la plus jeune. Parce que tout à fait naturellement, c'est le bébé le plus jeune qui généralement reçoit le plus de témoignages d'affection. Marine avait un charme fou, une gaieté ravageuse, une espèce d'amour de la vie qui était très communicatif. Donc ils étaient extrêmement proches. Et puis on le sent encore aujourd'hui, alors que tout le monde est très adulte désormais. Il y a des ressemblances et des automatismes. Je crois qu'il y a des comportements, des attitudes, des réflexes sémantiques qui font qu'on voit bien que l'une est la fille de l'autre. Au rebours de ce que l'on pourrait attendre d'une famille de la droite nationale, Marine et ses sœurs vont, durant l'essentiel de leur scolarité, fréquenter l'enseignement public, une forme d'endurcissement revendiquée par leur père. Je souhaitais qu'elles aient ce genre d'éducation parce que je voulais qu'elles soient confrontées aux problèmes de la vie dès leur enfance et leur adolescence. Qu'elles ne soient pas élevées dans du coton. Et ça n'a pas toujours été facile pour elles d'être les filles Le Pen. Ce sont les avantages et les inconvénients. On ne peut pas tout avoir. Un climat hostile à l'école et à la maison, un couple qui se fissure, emporté par le tourbillon de la politique. Moi, je me souviens que leur chambre, enfin leur appartement était au premier, et en même temps, il y avait le bureau à côté. Donc voilà, c'était sans doute, il n'y avait pas beaucoup d'intimité, sans doute. Pierrette raconte très souvent en fait ce qu'elle ne supportait plus, c'était que parfois il pouvait lui arriver de se lever le matin, d'être encore en chemise de nuit et de croiser un cadre du front, qu'elle croisait dans le couloir et qui même allait dans la salle de bain pour se laver les mains, qui dit non mais te dérange pas. Et donc ça, elle va vraiment très très mal le vivre. Alors, un matin d'octobre 1984, Pierrette Le Pen boucle ses valises et part avec un homme que Jean-Marie Le Pen a hébergé à Montretout, l'écrivain Jean Marcy. C'était un monsieur qui écrivait un livre sur moi qui s'appelait Le Pen sans bandeau. Et voilà. Et elle est partie. Vous savez, en général, les gens partent avec des gens qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent. Et c'était celui-là qui était là à ce moment-là, mais ça devait correspondre sans doute à un désir d'évasion. Et Marine apprend cette nouvelle-là en fin de journée quand Yann, sa sœur, vient la chercher à la sortie de l'école et elle lui dit tout simplement « Maman est partie ». 16 ans, oui, 16 ça ans, s'est ouais. fait dans des conditions assez brutales, c'est vrai, donc ça marque, et puis surtout c'était public. Oui. Voilà, c'était public, la déesse au sans-bouche s'est saisie de cela, et c'est ça qui démultiplie en quelque sorte la souffrance que l'on peut ressentir. En effet, les mois et même les années qui suivent vont être rythmés par la haine et la violence du couple qui se déchire. Entre papier glacé et confidences filmées, Jean-Marie et Pierrette Le Pen prennent les Français à témoin. Elle part quasiment sans rien. Elle va réclamer à Jean-Marie Le Pen les moyens de sa subsistance, qu'il participe à son train de vie. Le Pen refuse, ne lui verse rien, etc. Et Le Pen, un jour, explique dans la presse que si Pierrette, après tout, elle veut gagner sa vie, elle n'a qu'à faire des ménages. Pierrette Le Pen va prendre au mot celui qui, quelques mois plus tôt, a été élu député à l'Assemblée nationale. Pierrette va avoir une proposition du mensuel Playboy qui va lui proposer en fait de poser à moitié dénudée en tenue de soubrette. Et voilà, on est en 1987 et Pierrette Le Pen fait la une. 4 jours après la parution dans les kiosques, le numéro est épuisé. Et pour faire face à la demande, Playboy réimprime 200 000 exemplaires. La France entière, en fait, découvre Madame Le Pen en train de faire le ménage, à Languille. Il y a des centaines qui circulent partout. À l'Assemblée nationale, le kiosque est dévalisé. Enfin, c'est un truc qui est extrêmement violent. Et nous, on n'a eu que quelques heures pour se préparer, parce qu'il y avait une rumeur, donnant l'impression qu'il allait se passer quelque chose dans la presse, avec une vague idée du sujet. Enfin, une grande différence avec le fait de détenir le magazine, de l'avoir entre les mains et de lui montrer.
Évidemment, Le Pen vit très mal ces scènes, il s'énerve, il insulte la terre entière, dont des élus, des journalistes, etc. Et d'abord, Pierrette Le Pen qui est coupable en fait d'une espèce de crime de lèse-majesté, c'est une humiliation publique qui est terrible pour Jean-Marie Le Pen et dont qu'il n'a jamais digéré. Mais le règlement de compte ne se limite pas à des photos de charme. Dans sa lutte médiatique pour obtenir de Jean-Marie Le Pen le paiement d'une pension, Pierrette va aussi lever le voile sur le patrimoine de la famille, la partie moins visible de l'héritage Lambert. Il y avait 3 milliards de centimes en Suisse, qui doivent toujours y être d'ailleurs, puisque je suis séparée de lui depuis 3 ans, donc je n'ai plus de nouvelles, et qui ont dû faire probablement des petits. Enfin, j'espère pour lui. Et dans une longue interview au magazine Rolling Stone, elle raconte l'homme politique en privé, son idéologie à la maison. J'ai toujours vécu dans l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Mes filles ont été élevées dans l'antisémitisme primaire. Mais derrière leur père, les filles font bloc, meurtries et trahies par le départ de Pierrette Le Pen. Marie-Caroline, Marine et Yann écrivent au juge qui instruit le divorce pour demander que leur père obtienne la garde exclusive. Et dans le magazine Paris Match, elles enfoncent le clou. Une mère, ça fait partie d'un jardin secret, pas d'une décharge publique. La période est une épreuve. La politique a détruit leur famille. Et pourtant, les 3 filles Le Pen ne s'en éloignent jamais beaucoup. 1985, enregistrement de l'émission L'heure de vérité. Monsieur Le Pen, depuis plusieurs mois, vous essayez de ressembler à un homme politique sérieux, responsable, normal. Vous êtes méprisant pour me dire ça. Normal, pas raciste. Vous n'êtes pas professeur de morale. Non, ce soir, j'ai l'impression... Elles sont bien en évidence, au premier rang du public. La même année, lors de l'habituel hommage à Jeanne d'Arc, Yann, Marie-Caroline, Jean-Marie et Marine, ce sont 4 Le Pen qui mènent le cortège vers la statue de la Pucelle. À Montretout, c'est un père célibataire qui reçoit les journalistes de questions à domicile. J'ai des responsabilités si lourdes que je n'ai que très peu de temps à distraire de la politique. Mes filles me le reprochent quelquefois, même si elles ont les mêmes convictions que moi. Il présente avec fierté ses 3 filles. Sur le tabouret, c'est Marine, qui a 17 ans, qui est étudiante en terminale. Oui. Le bac est dans quelques jours, quelques semaines. Dans un mois. Dans un mois. À côté de vous, en vert, c'est Yann, qui est la fille du milieu, la fille cadette, et qui vient de fonder son affaire d'hôtesse d'accueil. Oui, qui porte le nom de Commando Chic. Voilà, un nom musclé. et musclé et de charme. Et Marie-Caroline, que l'on connaît peut-être plus parce qu'elle est active en politique à vos côtés, puisqu'elle était candidate du Front National aux dernières élections. Voilà. Et qu'elle est conseillère régionale. C'est donc naturellement à l'aîné qu'il revient de marcher dans les pas de son père. Marie-Caroline Le Pen, c'était une vraie militante dans l'âme qui s'est présentée à de multiples élections, qui a collé des affiches, qui a milité avec les militants de base du Front National très tôt. Et c'est celle sur laquelle Jean-Marie Le Pen misait à l'origine pour assurer l'héritage politique. En 1997, lors d'une législative partielle à Mantes-la-Jolie, elle arrive en tête au premier tour, très bien placée pour l'emporter. Mais la visite de soutien que vient lui consacrer son père ne va pas avoir l'effet escompté. Ça va très très mal se passer. Jean-Marie Le Pen va arriver tel un matamor dans ce marché et très vite en fait ils vont rencontrer les équipes d'Agnès Pelvas, la concurrente. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Pelvas-Berjal. On en a marre de vous, on en a marre. Vous avez compris, on en a marre. Président. Et il va y avoir quasiment des échanges de coups en fait, entre les deux. Les images sont très très frappantes, puisque à cette époque c'est suivi par les caméras de télévision et tout ça. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD. Ça va, Cameron? Ah, ça me rajeunit. Marie-Caroline, elle va juste halluciner. Elle comprend en tout cas qu'elle a perdu en fait. Et elle a perdu à cause de son père. Et d'ailleurs, cette rancœur, elle sera tenace, si j'ose dire, puisque l'année suivante, en 98, lorsque il y a la scission avec Bruno Maigret, le numéro 2 de Jean-Marie Le Pen, qui claque la porte du parti et qui emporte avec lui un certain nombre de cadres, eh bien Marie-Caroline Le Pen
fait partie de ceux qui décident de rompre avec Jean-Marie Le Pen. L'aînée, Marie-Caroline, quitte donc Montretout avec bagages, mari et enfants. Après Pierrette, une deuxième Le Pen choisit l'exil. Reste Yann, la fille cadette, mais elle fuit la lumière, refuse de s'engager en politique. Et Marine, la petite dernière, la fille préférée de son père, n'a pas très envie de plonger dans le grand bain. Entre hostilité des camarades et querelles politiques à la maison, ces années d'apprentissage ne vont pas inciter la jeune Marine à se lancer à son tour dans l'arène. Elle le confie pendant la campagne présidentielle de 2017. Vous avez hésité, hein, quand même. Non, j'ai pas hésité, je voulais absolument pas faire de politique. Ah, vous vouliez, ben justement, oui. C'est-à-dire que j'en connaissais, il faut bien le dire, tous les aspects les plus arides, voilà, les plus rudes. Vous voyez, donc je n'avais pas d'attirance. Mais même sans vouloir faire de politique, Marine Le Pen emprunte beaucoup à l'itinéraire paternel. Le bac en poche, elle s'inscrit en fac de droit à Assas, comme un certain Jean-Marie, 40 ans plus tôt. Et pour la cornaquer dans ses études, c'est un lieutenant du Front National, Jean-Claude Martinez, qui veille au grain. Elle a eu son bac et donc un matin, voilà, Jean-Marie, tu l'as fait inscrire, elle est venue me récupérer à mon hôtel, boulevard Saint-Michel, et je l'ai amenée à Assas physiquement, s'inscrire, je l'ai amenée dans les bureaux pour la protéger, je l'ai prise dans mes travaux dirigés, elle a été hyper protégée, voilà. C'est la fille du chef, donc voilà, elle était, même à Assas, quoi, voilà, elle était une vedette, quoi. Diplômée de droit, Marine Le Pen entre à l'école du barreau pour devenir avocate. Elle ne tourne pas tout à fait le dos à l'entreprise familiale. En 1993, entre deux procès, Maître Le Pen est candidate aux législatives. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. On peut lire sur son tract « Marine Le Pen, 24 ans, avocat ». Elle reprend les propositions du parti, Français d'abord ou rétablissement de la peine de mort. Quelques années durant, elle tente de mener de front sa carrière d'avocate et son engagement politique. Et en 1998, elle franchit tout à fait le Rubicon en se faisant embaucher par son père. Son traitement fait des envieux. Bon, il lui donne les affaires juridiques, bon, c'est très bien, mais il lui octroie un salaire de 30 000 francs, un truc comme ça, quoi. Bon, les gens disent que c'est un abus de pouvoir, et les autres ne sont pas traités de cette manière-là, et qu'a-t-elle fait, pourquoi elle mérite un tel salaire, enfin, etc. Ça c'est pas très bien accueilli. Il y a une part évidente de népotisme, évidemment. Ça n'enlève pas les qualités que peut avoir Marine Le Pen en tant que juriste, mais évidemment, elle a l'avantage d'être la fille de... Elle passe ainsi plusieurs années à observer, de l'intérieur, le fonctionnement du parti, avant de crever l'écran, un soir de 2002. Second tour de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen est balayé par Jacques Chirac. Les cadres du FN ne se bousculant pas sur les plateaux télé, la fille du chef est envoyée au front. La France assiste à la naissance d'un animal médiatique et politique. On leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Voilà, il y a probablement un certain nombre de gens qui y ont cru, mais moi je tiens à dire ce soir... Ainsi débute son irrésistible ascension au Front National, poussée par un père ravi qu'une Le Pen puisse un jour succéder à Le Pen. À partir de 2003, elle a été nommée vice-présidente du Front National. Jean-Marie Le Pen fait tout pour assurer la promotion politique de Marine Le Pen au sein du Front National. Il avait une formule célèbre que tout le monde connaît, je préfère mes filles que mes cousines que mes voisines. Eh bien, cette formule-là, il l'a appliquée à l'intérieur du Front National. Quand en 2010, il décide de lâcher les rênes du parti, Marine grille la politesse à Bruno Gollnisch qui patientait depuis plus de 10 ans. C'est une affaire familiale, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. J'ai pas imaginé, moi, puis je suis pas la seule à ne pas l'avoir imaginé, une seconde que Le Pen allait adouber Gollnisch.
C'était évident qu'il allait soutenir Marine Le Pen. Marine Le Pen est élue président du Front National. À la tribune, elle dit vouloir tout assumer de l'héritage paternel, l'actif et le passif. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Il lui offre le parti, mais ne la lâche pas d'une semelle, comme lors de cette scène quelques mois plus tard, captée par une caméra. Marine Le Pen vient de prononcer un discours. Tu sais à qui tu le dois. Vous l'aviez, président? Oui. Voilà. Ça fait m'avoir que je regarde, que je vérifie. On perd des kilos. C'est ça qu'il faut se dire. Attends, je vais te dire. C'est t'as bouffé, tu le sors. Ouais, très bien. Elle est bonne? Oui, très bien. Tu viens la faire maintenant avec Janie, là? Mais c'est pas moi qui vais la faire, je sais pas faire. Je sens, c'est professionnel. Alain, il est là. La seule chose qu'il lui dit, c'est ça. Mais c'est à l'image de leur rapport à un moment. À la fois, je te donne le parti, et en même temps, je suis toujours là. J'ai fait de la politique depuis tellement d'années que je suis capable de te dire, va voir l'orthophoniste. C'est pas humilier, c'est souviens-toi d'où tu viens. Comme pour mieux échapper à la tutelle paternelle, Marine Le Pen va placer ses pions au sein du parti. Elle le dit très clairement, elle dit aux gens qui sont là que sa formulation, c'est les historiques, j'en ai rien à foutre. Parmi les petits nouveaux, un homme fait son apparition à l'ombre de Marine Le Pen. Un énarque, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, séduit par le Front National ripolliné que promet la nouvelle patronne. Mais en 2009, les premières visites de Florian Philippot à Montretout sont quasi clandestines. Marine Le Pen a voulu d'abord que son clan, sa famille proche ne soient pas trop au courant parce que j'aurais été peut-être mal accueilli ou perçu comme un intrus. Donc je pense que par prudence, elle s'est protégée en me cachant, entre guillemets. Aidée de son fidèle, Philippot, Marine Le Pen va s'atteler à dédiaboliser le parti, le rendre présentable, gommer son image extrémiste. Sacrilège pour le patriarche, il lui mène une guerre sans merci, d'abord larvée, puis publique. Il l'accuse de trahir l'héritage politique, l'héritage paternel, et en fait de détourner le Front National de sa mission historique, de son sens, et de rendre les armes devant ce qu'il appelle le politiquement correct. Il y a un moment où il pète un câble, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais toutes les semaines il fait un dérapage, c'est de la provocation pure. Face aux saillies répétées du fondateur, comme cette vidéo antisémite, Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça les équipes de Marine Le Pen colmatent comme elles peuvent. Un jour il y avait une vidéo terrible où il dissertait sur la devise de Vichy. J'avais prévenu Marine Le Pen et personne n'osait aller le voir pour lui dire on est obligé de couper ça. D'abord politiquement parce que c'est insupportable et même pour vous éviter des procès. Et personne n'osait aller le voir parce que ça aurait été l'engueulade. Non, on ne me censure pas, on ne me coupe pas, j'assume, etc. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Et donc, j'ai eu cette idée de dire, écoute, en fait, cette vidéo ne sera jamais mise en ligne parce que le site va planter. Et donc, du vendredi au dimanche soir, vous aviez un message d'erreur sur le site du Front National. Et en fait, c'était nous-mêmes qui l'avions planté. On n'était que deux à le savoir, Marine Le Pen et moi. Lui, il y a à moitié cru, il a essayé de faire son enquête. Mais on lui a dit non, on a perdu la vidéo, désolé. Et comme il n'a pas eu le courage de la retourner, on était sauvés pour une semaine. Mais plus rien n'arrête le président d'honneur du Front National dans sa spirale provocatrice. Et elle était à bout. Et elle nous dit aidez-moi parce que je ne sais plus quoi faire. Je vais peut-être arrêter. Et je dis ce mot est-ce que tu es capable d'aller jusqu'à l'éviction de Jean-Marie Le Pen du parti ? Et là, à ce moment-là, donc déjà, les autres me regardent avec des yeux effrayés. Et elle me répond du tac au tac, jamais. Je ne ferai jamais de politique contre mon père. Tu m'entends ? Jamais. Jusqu'à un dernier dérapage qui va changer la donne.
Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Florian Philippot, avec son frère Damien, conseiller officieux de Marine Le Pen, en profite pour la mettre au pied du mur. Il y a eu une réunion à Bruxelles, et à ce moment-là, les frères Philippot vont mettre en balance le fait que c'est le père ou c'est eux. Elle décide de lancer une procédure d'exclusion contre son père. Allez, avancez là quand même, bon. Sachant le sort qui lui est promis, Jean-Marie Le Pen se jette dans un dernier barreau d'honneur. 1er mai 2015. Jeanne, au secours! Devant des dizaines de caméras, il s'incruste à l'hommage à Jeanne d'Arc alors que Marine Le Pen ne l'avait pas invité. Puis monte sur l'estrade, au moment même où sa fille allait commencer son discours. Il n'y avait aucune volonté de provocation de ma part, et si j'avais un imperméable rouge, c'était un petit peu mode, si vous voulez. Ah non, mais c'était le 1er mai horribilis. Et c'était catastrophique de A à Z. Vous aviez eu les Femen sur le balcon. Vous aviez Jean-Marie Le Pen qui avec sa parka rouge sur la scène. Alors on s'y attendait. Moi je suis désolé, j'ai pas été surpris. On en parlait avant. On disait il va nous faire un coup comme ça. Sauf que personne ne voulait y croire et qu'on l'avait pas bien préparé. Comme personne ne voulait y croire, on n'avait pas mis le dispositif nécessaire pour que ça n'arrive pas. Ce 1er mai n'est qu'un avant-goût du parricide politique à venir. Il a lieu 3 jours plus tard. Réunion du bureau politique pour trancher le cas du président d'honneur. Reculez, messieurs, dames, doucement. Reculez. Je suis un militant discipliné, et pour l'instant, je ne suis pas encore sanctionné si je dois l'être. Vas-y, avance un peu, attention vos pieds, merci. Effervescence et sourire devant les grilles. Mais dans le huis clos du Carré, le siège du Front National, le ton est glacial. On a l'impression qu'on est dans un cimetière, quoi. Il y a une ambiance très pesante, très lourde. On entend les feuilles voler, si vous voulez. Personne ne parle. Tout le monde, enfin la plupart des gens de ce bureau politique avaient adhéré sous Jean-Marie Le Pen. Donc ils étaient tous quand même terrorisés, parce qu'ils l'ont vécu pendant 40 ans ou 20 ans, ou 10 ans pour les plus récents d'entre eux, comme le grand chef, incontestable et incontesté. Donc il n'était pas question de l'ouvrir contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se lance alors dans une lourde charge visant sa fille et Florian Philippot. Il y a tous les griefs qui lui permettent d'accuser sa fille de trahir. En gros, voilà, tout ça pour ça, je t'ai tout donné, je t'ai comblé, tu ne serais rien sans moi, lui explique-t-il. Il lui dit qu'elle n'a pas le niveau, qu'elle est incapable de diriger le mouvement, qu'elle n'y arrivera jamais. T'es conseillé t'es gouroutisé par un autre incapable. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à son âge à ce qu'il puisse encore sortir des choses pareilles. Moi, parfois, j'avais le sentiment qu'on était dans une cour de récréation. À l'issue de la réunion, le bureau politique condamne à la quasi-unanimité les dérapages de Jean-Marie Le Pen. Et le soir même, il est suspendu de sa qualité de président d'honneur. Écoutez, je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. Je me disais, mais je vais me réveiller d'un cauchemar, parce que quand même, exclure Jean-Marie Le Pen, pour moi, c'était quelque chose, mais d'inconcevable. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Et la direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. La menace paternelle, tout juste écartée, voilà que grandit pour elle un nouveau péril. Elle est jeune, mais surtout s'appelle aussi Le Pen. Dans l'ombre de sa tante, la députée Maréchal attend son heure. Marion Le Pen débute la politique dans une poussette et avec un défilé du 1er mai.
Sur ces images rares, l'aînée Marie-Caroline, Jean-Marie Le Pen et son épouse Jeannie. Yann Le Pen tient dans ses bras sa fille Marion qu'elle élève seule. À ses côtés, Marine, la tante attentionnée, pousse son landau. Il ne faut pas oublier que Marion, avec Marine, elles ont un lien quasi filial. Quand elle naît en 1989, il y a une autre personne qui est avec Yann à la maternité, c'est Marine en fait. Elle va être là et c'est elle qui, dans les premiers jours de sa vie, elle va être la deuxième maman en fait, ou le papa de substitution de Marion. Et quand Marine dit Marion, c'est comme ma fille, elle le pense. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a une gratitude de Marion vis-à-vis de sa tante qui s'effacera jamais. Parce qu'en fait, c'est elle qui lui a donné naissance quelque part. Quand j'ai été déclarée marine, j'avais dit Marine. Ah, Marine, nous ne connaissons pas, etc. Visiblement, ils ne connaissaient pas leur calendrier parce qu'il y a un Saint-Marin et Marine. Enfin, je dis, bon, écoutez, appelez-la Marion, il n'y a pas de problème. Ça. Et donc, en fait, elle s'appelle Marion à l'état civil et Marine à l'église. Elle a été baptisée Marine. Très vite, son grand-père flaire un potentiel. Il va la pousser à se présenter aux législatives de 2012 pour peser dans le parti, alors que Marine et Florian Philippot en changent peu à peu la ligne. Il ne supportait pas, vraiment, il nous le disait beaucoup en réunion, en bureau politique, de manière véhémente. Il ne supportait pas le tournant plus social, et donc il voulait retrouver un peu la continuité, à travers la continuité familiale, retrouver la continuité idéologique. Et Marion Maréchal est parfaite pour ça, parce qu'elle est beaucoup plus réactionnaire que sa tante, plus libérale économiquement que sa tante, donc elle est beaucoup plus en fait dans le logiciel Jean-Marie Le Pen. Marion Maréchal, qui a ajouté Le Pen à son nom, emporte l'élection. À 23 ans, elle fait entrer la marque Le Pen à l'Assemblée, après un quart de siècle d'absence. Ce soir, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous. Fiers d'abord de nos résultats, à la mesure du travail que nous avons fourni. Le même soir, sa tante doit reconnaître sa propre défaite à Hénin-Beaumont et en tant que chef de parti, féliciter sa nièce. C'est un grand signal pour la jeunesse de France de voir cette jeune fille courageuse, convaincue, devenir la plus jeune députée de la 5e République. C'est en tout cas pour moi une grande fierté à double titre. Une fierté comme tante, je l'avoue, mais aussi une fierté comme présidente du Front National. Entre la présidente du parti et la plus jeune députée de France, s'installe une drôle de concurrence. La cruauté politique vient troubler la tendresse familiale, car à l'Assemblée nationale, dès son arrivée, Marion Maréchal Le Pen prend très vite la lumière. S'il vous plaît, vous pouvez vous retourner tous les deux, juste pour les gens qui sont derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Marion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Nicolas. Par ici, s'il vous plaît. En très peu de temps, s'ouvre une fracture idéologique entre les deux femmes. Plusieurs fois, on a dû la recadrer après des interviews parce qu'elle sortait des choses sur le planning familial, l'IVG, qui nous plombaient une campagne. Vous avez d'un côté la présidente du parti et votre tante. Voilà, celle qui fait des blagounettes et celle qui est la mère tape dure en politique et qui, à chaque fois que vous faites un truc, vous téléphone en disant « Non, c'était une très mauvaise idée ». Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Marion voulait faire une émission de télé, c'était toujours une mauvaise idée. Les questions sont passionnantes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais éventuellement, on pourrait peut-être faire autre chose. Le rapport entre les deux femmes est complexe et déroute les observateurs. J'avais la surprise parfois de voir que quand Marion fêtait son anniversaire, Marine Le Pen lui mettait un mot sur Twitter. Ce que je trouvais un peu... Ça nous remettait dans la famille. C'était bizarre parce qu'elle faisait ça pour personne d'autre. Et hop, elle mettait « Bon anniversaire Marion » sur Twitter. Et elle organisait un meeting dans le Sud et Marine Le Pen allait la soutenir. Alors qu'elle aurait pu, au contraire, lui créer un peu plus de difficultés. Et je me disais toujours à la fin quand même, la logique familiale l'emporte. Quand on est en commission nationale d'investiture, justement, qu'on doit sélectionner les candidats, il y a étonnamment un changement complet de comportement de la part de Marine Le Pen, suivant si Marion est là ou pas. Quand la nièce est là,
Vous avez une Marine Le Pen complètement stressée, sur ses gardes. Et à chaque fois, vous avez Marine qui se tourne vers elle et qui lui dit « Marion, tu en penses quoi? Marion, ton avis? Tu es d'accord, Marion ?» Et c'est assez surprenant. Le fait d'être de la même famille sera toujours plus fort que tout. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont faites un peu pareilles et que la famille les empêchera en fait d'aller au bout de l'affrontement. Il n'y en a pas une qui va tuer l'autre. C'est pour cette raison, entre autres, que Marion Maréchal Le Pen décide de ne pas se présenter aux législatives et annonce en juin 2017 son retrait de la vie politique. Je ne rentrerai jamais dans le jeu d'un conflit avec Marine Le Pen. Je le dis d'autant plus sereinement que moi j'ai vu la politique atomiser ma famille à toutes les générations. Donc que ce soit d'un point de vue politique où je trouverais ça totalement détestable eu égard à la situation des Français, mais aussi d'un point de vue personnel, je n'aurais aucune envie de vivre cela et d'imposer cela dans le débat français. Je trouvais ça assez pathétique. Marion Maréchal, elle se met en réserve de la politique pendant quelques années, et puis 5 ans plus tard, présidentielle de 2022, elle fait le choix de soutenir non pas Marine Le Pen, mais Éric Zemmour, le rival direct, dont on dit qu'il va ringardiser en début de campagne Marine Le Pen. Et alors là, je peux vous dire qu'autour de Marine Le Pen, on ne fait pas les fiers à ce moment-là. Malgré les propos très durs que les uns et les autres ont pu tenir sur Marion Maréchal, il y a un peu d'inquiétude. Inquiétude qui retombe dès que les premiers sondages montrent qu'il n'y a pas d'effet massif de Marion Maréchal auprès d'Éric Zemmour. Elle reprend contact politiquement avec le Rassemblement national. Et comme Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, au lendemain des européennes, Marion Maréchal, Jordan Bardella et Marine Le Pen annoncent qu'ils ont trouvé un accord. La voie est désormais libre pour Marine Le Pen qui se prépare pour sa 4e présidentielle en 2027. Pour ouvrir ce nouveau chapitre, elle va choisir un nouveau poulain. J'ai souhaité parallèlement, et je le revendique, que des visages nouveaux puissent émerger. C'est là qu'émerge Jordan Bardella, sur scène juste derrière elle parmi ces nouveaux visages. Il fait alors son entrée dans le bureau exécutif, à seulement 22 ans. Il n'est certes qu'un membre parmi les autres, mais son heure va bientôt arriver à la surprise générale. En septembre 2018, Marine Le Pen nous convoque à son domicile, ce qui n'était pas habituel. On est une petite dizaine de dirigeants et elle nous dit, voilà, je voudrais vous parler des élections européennes et de la tête de liste aux élections européennes. Et au bout de quelques secondes, elle nous livre sa pensée. Elle nous dit, voilà, je pense à Jordan Bardella. Je peux vous dire qu'on a été très peu à acquiescer et très peu à sourire, mais le reste des dirigeants n'étaient pas enthousiasmés, le mot est faible, par cette candidature-là, disant qu'il est trop jeune, il n'est pas connu, on n'a pas de recul sur lui, etc. Et il y a eu un grand blanc à la suite de la proposition de Marine Le Pen. Je me souviens d'un dirigeant du RN qui regardait ses chaussures et qui ne disait plus rien, pensant que c'était une folie. Et puis ils l'ont avoué après, enfin ils m'ont dit qu'ils avaient pensé que j'étais devenue folle. Non mais c'est vrai que c'était effectivement une grande prise de risque. Après, ça aurait pu mal se passer, par ailleurs. Mais c'est le principe de la prise de risque. C'est vous avez un instinct, vous considérez que c'est la bonne personne qui va apporter aussi une vision un peu différente de celle qui est portée précisément par ceux qui sont aguerris. Et puis vous croisez les doigts pour que les choses se déroulent comme vous l'espérez. Elle se dit que cela coche plusieurs avantages de tenter ce pari pour les européennes. D'abord, s'il échoue, ce sera l'échec de Jordan Bardella, de l'inexpérience, de la nouveauté, d'une personne qui n'est pas l'un des politiques inscrits dans le paysage depuis 20 ans. Et puis, il n'est dans aucune chapelle à ce moment-là aussi, Jordan Bardella. Le jeune homme grimpe alors tous les échelons à une vitesse vertigineuse. Il devient l'un des porte-parole du parti,
puis président du mouvement des jeunes du Front National qu'il réorganise brillamment aux yeux de Marine Le Pen. À seulement 22 ans, il reçoit déjà les louanges de la patronne. Bravo à Jordan qui en a eu l'idée, qui l'a imaginé et organisé et qui va mener cette belle aventure avec le talent, la rigueur et la vigueur qu'on lui connaît. Les européennes sont un succès. La liste RN, menée par Jordan Bardella, arrive en tête du scrutin avec 23,3% des suffrages exprimés. Devant La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. De Jordan Bardella, qui, selon les estimations d'Ella pour BFM TV, est en tête avec 24,20%, devant 22,40% pour Nathalie Loiseau. La liste de La République En Marche. Quand on me dit que tu as fait Jordan Bardella ou vous avez fait Jordan Bardella, je dis non, honnêtement, je n'ai pas fait Jordan Bardella. J'ai donné sa chance à Jordan Bardella. Mais comme j'aime le rappeler assez souvent, j'ai donné leur chance à pas mal de gens et pas mal de gens n'en ont strictement rien fait. Voilà, c'est le principe même, c'est un des rôles aussi des dirigeants que d'être capable de donner leur chance à des gens. Il y en a d'autres qui écrasent tout le monde en dessous d'eux de peur de pouvoir être remplacés. C'est pas du tout la philosophie qui est la mienne, c'est pas du tout ma manière de faire. Et je n'ai fait que lui donner sa chance. Jordan Bardella était en coup de poker et Marine Le Pen continue de miser sur lui. En 5 ans, elle l'a fait passer de simple militant à numéro 2 du parti, en le nommant vice-président, puis président par intérim. Elle espère l'emmener encore plus loin. Marine Le Pen, elle découvre à ce moment-là à quel point son pari est payant. Elle ne s'attendait pas à ce retour sur investissement. Et elle découvre qu'en fait, elle est en train de créer un personnage politique qui sera extrêmement utile à son parti. Pour officialiser ce pacte, elle lui donne publiquement les clés du parti pour se concentrer sur la présidentielle de 2027. La route lui semble grande ouverte, les sondages favorables, mais un nouvel obstacle va entraver son chemin. Le 30 septembre 2024, au Palais de justice de Paris, s'ouvre le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Marine Le Pen est sur le banc des prévenus. En fait, ce qui est reproché à Marine Le Pen et à l'ensemble des autres prévenus, parce qu'ils étaient 24 à ses côtés dans ce tribunal, c'est d'avoir détourné les fonds du Parlement européen. Comment embaucher des personnes qui travaillaient non pas pour l'activité européenne des eurodéputés du Front National, mais pour le parti. Marine Le Pen aborde ce procès d'abord en décidant d'être très assidue. Elle assiste à toutes les audiences, presque scolaire, à écouter attentivement ce qui était dit ici ou là. Madame Le Pen, bonjour. Madame Grisé, bonjour. C'est une journée décisive aujourd'hui pour vous, l'interrogatoire. J'imagine que vous êtes beaucoup préparée. J'ai pas besoin de préparer, il suffit de dire la vérité. À la barre, Marine Le Pen, sous le feu des questions, se défend et hausse le ton. Je n'ai absolument pas le sentiment d'avoir commis la moindre irrégularité, la moindre illégalité. Mais après 1 mois et demi de procès, à l'heure où sont formulées les réquisitions, elle change de stratégie. Marine Le Pen comprend qu'elle risque gros. C'est une deuxième phase, c'est une deuxième Marine Le Pen que l'on voit apparaître, convaincue à ce moment-là qu'au final les dés sont pipés, que les arguments que peuvent apporter ses avocats n'auront aucun effet, et convaincu qu'il y aurait un système judiciaire qui veut l'abattre. Et là, on passe d'une Marine Le Pen prévenue, je dirais, à une Marine Le Pen chef de guerre qui organise la riposte médiatique, politique, mais dans son esprit, il n'y a aucun scénario où elle est empêchée d'être candidate à la présidentielle. Alors qu'elle se présente ce lundi dans la salle d'audience pour son jugement, escortée par son avocat. Bonjour Madame Le Pen. Madame Le Pen, vous êtes dans quel état d'esprit avant de se délibérer? Vous êtes inquiète, Madame Le Pen? Elle semble confiante, consciente que la sanction risque d'être lourde, mais à 1000 lieues d'imaginer que sa peine pourrait entacher ses ambitions politiques. Elle arrive d'un pas décidé, elle n'esquive pas les caméras, elle rentre dans la salle d'audience, elle sourit
Elle va dire d'ailleurs cette phrase à un des avocats, elle dit « ravi de vous revoir », comme si finalement c'était une étape normale dans ce parcours. Elle va s'asseoir là où elle s'est assise pendant toutes les audiences au premier rang. Et puis vient le moment où la présidente du tribunal parle d'inéligibilité, et là, au premier rang, Marine Le Pen se décompose. Et à ce moment-là, Marine Le Pen comprend qu'elle va être condamnée à cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Et là, d'un seul coup, elle souffle. Elle ne parle pas, elle souffle. Là. Incroyable comme ça. Faut bien comprendre que dans le prétoire, il n'y a pas un bruit. Puis elle se tourne vers son avocat, échange avec lui. De ce que l'on comprend, elle lui demande si elle peut quitter la salle. Et effectivement, à ce moment-là, eh bien, elle se lève, elle quitte la salle. Sans un mot, et avant même l'énoncé du jugement, Marine Le Pen s'engouffre dans sa voiture direction le siège du Rassemblement national. Première réaction. Vous êtes gentil, vous vous tenez correctement et vous me laissez passer, merci. En urgence, la chef de file des députés RN organise autour d'elle une réunion de crise. Et c'est derrière ses fenêtres qu'elle prend connaissance de sa sanction. Reconnue coupable de détournement de fonds publics, elle écope de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet, assortie d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. C'est la déflagration entre ceux qui nous disent tomber de leur chaise, un certain nombre de nos sources qu'on essaye de contacter, dont l'un député qui m'écrit « Je ne peux pas vous prendre au téléphone, j'ai les larmes au bord des yeux ». Personne ne voulait y croire. Personne. Au Rassemblement national, on s'était convaincu que les juges n'oseraient pas aller jusque-là. En quelques secondes, c'est l'œuvre de sa vie qui s'écroule. Elle voit lui échapper son rêve, la possibilité de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle en 2027. Mais reste un espoir minime. Il faut que la Cour d'appel audience son procès dans les 18 mois ou dans les 2 ans. Il faut ensuite que la Cour d'appel rende sa décision avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis surtout, et c'est sans doute l'embûche la plus importante sur cette route pour Marine Le Pen, c'est que la Cour d'appel rende une décision qui lui soit plus favorable que celle qui a été rendue hier. Mais ça, c'est vraiment pas acquis. En faisant appel, la candidate choisit d'emprunter ce chemin étroit. Pas question pour elle de faire une croix sur son avenir politique. Je pense qu'elle n'abandonnera pas. Si elle doit arrêter la politique, elle l'arrêtera quand elle le décide, pas sur une décision de justice. Elle n'est pas du tout dans l'état d'esprit de lâcher prise. Elle est plutôt, oui, dans l'idée, si je dois périr, vous périrez tous, si j'ose dire. Donc je pense qu'elle ira jusqu'au bout, et pour obtenir au plus vite un procès en appel, et pour mouiller, si j'ose dire, impliquer le reste de la classe politique en disant attention, je ne me laisserai pas couler sans frais et sans conséquences pour l'ensemble de la classe politique. Marine Le Pen semble avoir gagné une première bataille. La Cour d'appel envisage un procès avec une décision à l'été 2026, 1 an avant la présidentielle.